La Baltique va-t-elle vraiment geler cet hiver, ou sommes-nous simplement victimes d'une panique infondée? Depuis plusieurs semaines, les titres de la presse se multiplient. Les réserves de gaz seraient dangereusement basses en Lettonie et dans toute la région balte. Les chiffres répétés en boucle inquiètent, le principal stockage de gaz lettonne n'est rempli qu'à 55%, alors que la moyenne européenne atteint 75%. Face à cette différence, le spectre d'un hiver glacial et de coupures de gaz alimente les conversations. Chacun redoute des foyers froids, des prix qui s'emballent et une économie ralentie par la crise énergétique. L'anxiété monte, entretenue par les médias et les réseaux sociaux. Mais ces chiffres relatifs racontent-ils toute l'histoire? Est-ce que 55% c'est vraiment alarmant ou est-ce simplement en dessous d'une moyenne qui ne dit rien des besoins réels de la région cet hiver? Avant de céder à la panique, il faut comprendre ce qui se joue vraiment. Car si le doute s'installe, il peut provoquer une réaction en chaîne. Achats précipités, spéculation sur les marchés, hausse de prix dramatique, voire des décisions politiques coûteuses pour tout le monde. Alors, pour savoir si la Baltique risque vraiment de manquer de gaz, il est essentiel de regarder les vraies données et le contexte européen dans son ensemble. Plongeons dans les chiffres concrets et voyons comment la situation balte se compare au reste de l'Europe. Faut-il vraiment s'inquiéter de ces 55%? À première vue, ce chiffre impressionne. Dans la région baltique, les stocks de gaz sont remplis à seulement un peu plus de la moitié de leur capacité. Mais attention, ce pourcentage ne raconte pas toute l'histoire. Premièrement, il faut rappeler que les réserves de gaz fluctuent naturellement chaque année et la capacité de stockage de la Baltique reste limitée par rapport à d'autres régions européennes. Il est donc normal d'observer des taux de remplissage différents selon les saisons et les besoins locaux. Depuis l'année 2010, l'Europe a massivement augmenté ses capacités de stockage de gaz. Cela veut dire que même si aujourd'hui les réservoirs affichent 55% dans la Baltique, la quantité de gaz effectivement stockée est bien supérieure à ce qu'elle était il y a 10 ou 15 ans. Si l'on compare les chiffres absolus, on se rend compte que les réserves actuelles en Europe dépassent celles de l'année 2021 à la même période. Autrement dit, malgré la baisse en pourcentage par rapport à l'an dernier, le volume de gaz disponible reste historiquement haut. Se focaliser uniquement sur les pourcentages sans regarder les quantités réelles peut donc donner une fausse impression d'urgence ou de manque. L'erreur serait de croire que 55% aujourd'hui équivaut à la même vulnérabilité qu'il y a 10 ans, alors que les volumes stockés sont bien plus importants. Mal interpréter ces chiffres, c'est risquer de prendre de mauvaises décisions, que ce soit en politique énergétique ou dans la gestion individuelle. L'alarmisme né d'une mauvaise compréhension des pourcentages alimente inutilement les peurs et peut mener à des choix coûteux et inefficaces. Mais pour vraiment évaluer le risque, il ne suffit pas de regarder les réserves. Il faut aussi prendre en compte la consommation prévue et les conditions météorologiques à venir. Ce n'est pas tant une histoire de stock mais de météo. Et si février était brutal? En réalité, le vrai problème pour l'Europe et la Baltique ne réside pas dans le niveau exact des réserves de gaz, mais dans l'incertitude liée à la demande, surtout face à la météo. Si une vague de froid persistante s'abat sur la région, la consommation de gaz peut littéralement exploser. C'est encore plus vrai si le vent tombe. La production éolienne s'effondre alors, forçant les centrales à gaz à prendre le relais pour chauffer les foyers et produire de l'électricité. Les hivers précédents l'ont prouvé, ce sont les variations de température qui font toute la différence. Un hiver doux et les réserves semblent suffisantes. Mais à la moindre offensive du froid, tout bascule très vite. Personne ne peut prédire avec certitude si janvier ou février sera glacial. Cette incertitude pèse lourd sur la sécurité énergétique, bien plus que n'importe quel pourcentage de remplissage affiché. Il faut aussi rappeler que la capacité d'approvisionnement de secours n'est plus ce qu'elle était. Autrefois, la Russie pouvait injecter massivement du gaz en quelques jours pour compenser un pic de demande. Aujourd'hui, cette soupape n'existe plus. La flexibilité s'est réduite et l'Europe doit compter sur d'autres sources, souvent moins réactives. Le gaz naturel liquéfié, ou GNL, peut servir de variable d'ajustement. Mais attention, son acheminement nécessite plusieurs semaines de logistique. Entre la commande, le transport par navire et la regazéification, il est impossible de réagir instantanément à une alerte météo. Faut-il alors paniquer? Non. Le risque que toute l'Europe ou la Baltique gèle est extrêmement faible. Mais des tensions ponctuelles, des hausses de prix brutales ou des restrictions localisées ne sont pas à exclure si l'hiver se montre particulièrement rude. En vérité, un hiver difficile mettrait à l'épreuve la résilience du système gazier européen,
et révélerait les véritables failles des stratégies de diversification adoptées ces dernières années. Mais alors, comment l'Europe et la Baltique peuvent-elles anticiper et gérer ce risque entre incertitude météo et limites logistiques? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Quel chemin pour éviter la crise et à quel prix? C'est la question qui se pose alors que la Baltique et ses voisins font face à des stocks de gaz plus bas que l'an passé, mais pas encore alarmants. L'enjeu est de comprendre quelles stratégies concrètes sont sur la table et quelles conséquences elles pourraient engendrer. Première réponse, la diversification vers le gaz naturel liquéfié, ou GNL, reste prioritaire pour toute la région. Mais il faut bien l'admettre, l'acheminement du GNL prend plus de temps qu'un simple transit par gazoduc. La construction d'infrastructures adaptées et la logistique portuaire ne se font pas en quelques semaines, et cela impose une gestion du temps et des priorités. Pour les pays baltes, la situation est moins tendue qu'il n'y paraît. Grâce au terminal Independence, en Lituanie, ils disposent d'un outil efficace pour répondre à leurs besoins immédiats. Ce terminal permet d'importer du GNL même si les réserves traditionnelles sont faibles, apportant ainsi une sécurité d'approvisionnement non négligeable. De leur côté, la Pologne et d'autres voisins misent aussi sur leurs propres terminaux GNL et de nouvelles interconnexions avec d'autres pays européens. Cela renforce la résilience de tout le système gazier régional, en multipliant les points d'entrée possibles. Même si la logistique reste complexe, la mutualisation des infrastructures devient une force face à l'incertitude. Faut-il pour autant craindre une pénurie généralisée? Les scénarios les plus probables écartent ce risque, sauf événement extrême. Un hiver exceptionnellement long et froid qui exigerait des prélèvements massifs sur les stocks. Mais il faut rester lucide. La précarité énergétique existe déjà pour certains ménages et des coupures localisées sont possibles, notamment en cas de pic de consommation ou de défaillance technique. Le vrai danger, c'est d'investir trop massivement dans des solutions court-termistes ou d'oublier les ménages les plus vulnérables. On risquerait alors non seulement de gaspiller de l'argent public, mais aussi de creuser la défiance politique et sociale. Chaque choix stratégique a donc un coût, pas seulement économique, il touche aussi la cohésion et la stabilité. Quelles leçons concrètes tirer de cette situation pour éviter la panique et agir de façon plus intelligente? Penchons-nous maintenant sur les mesures qui font vraiment la différence. Voyons ensemble quelles décisions et réflexes permettent d'anticiper, de rassurer et surtout de protéger au mieux les populations face à l'incertitude énergétique. Comment anticiper sans sombrer dans le catastrophisme? Face aux gros titres alarmants, il est crucial de garder la tête froide et de comprendre les vraies données. Par exemple, lorsque les médias évoquent des pourcentages de stockage de gaz, posez-vous toujours la question: quel est le volume réel en jeu? 50% d'un petit stock n'a pas la même signification que 50% d'un stock immense. Se concentrer sur les valeurs absolues permet d'éviter les illusions d'optique et d'estimer correctement la situation, au lieu de s'inquiéter pour de mauvaises raisons. La flexibilité du système gazier européen repose surtout sur la rapidité à laquelle on peut importer du gaz naturel liquéfié et le redistribuer là où il manque. Cela signifie que l'Europe n'est pas figée. Elle peut s'adapter, réagir et puiser dans d'autres sources quand c'est nécessaire. La crise n'est jamais écrite à l'avance, elle dépend de la capacité collective à ajuster les flux et à coordonner les réponses. Chacun à son échelle a aussi un rôle à jouer. Réduire un peu sa consommation, investir dans une meilleure isolation ou simplement éviter le gaspillage, autant de gestes qui, multipliés par des centaines de milliers de foyers, allègent la pression sur le réseau. Plus la consommation reste sobre, moins le risque d'un déséquilibre ou d'une coupure est élevé. Au niveau des gouvernements, la priorité doit être de cibler l'aide sur les ménages véritablement vulnérables, ceux pour qui l'énergie représente un enjeu vital. Parallèlement, il est indispensable de poursuivre la diversification des approvisionnements pour ne pas dépendre d'une seule source ou d'un seul pays. Ces deux leviers renforcent la résilience et limitent l'impact des crises ponctuelles. Enfin, l'information joue un rôle clé. Plus les citoyens reçoivent des données claires, factuelles et transparentes, moins la panique ne risque de s'installer. Une société bien informée fait preuve de plus de sang-froid et de solidarité face à l'adversité. Si l'on n'apprend rien des années passées, on s'expose à revivre les mêmes crises alimentées par la peur plutôt que par la réalité. Alors, la Baltique va-t-elle vraiment geler? Regardons concrètement ce qui se passerait dans le pire des scénarios. Quelles seraient les conséquences d'un hiver très rigoureux? La véritable pénurie, c'est la pénurie d'analyse et de calme. Face à la multiplication des titres alarmistes, il est essentiel de prendre du recul. Oui, les réserves de gaz dans la Baltique sont plus basses que l'an dernier,
mais elles ne sont pas au bord de l'épuisement. Même si la situation évolue, les chiffres absolus montrent que l'Europe dispose encore de suffisamment de gaz pour éviter une crise, sauf cas d'hiver exceptionnellement froid et prolongé. La vraie question n'est donc pas va-t-on manquer de gaz, mais bien sait-on gérer le risque de tension. Les capacités d'importation, la solidarité européenne et l'adaptation rapide du système énergétique offrent de vraies marges de manœuvre. Céder à la peur ou à la désinformation coûte toujours plus cher sur le long terme. Cela pousse à de mauvaises décisions, à des dépenses inutiles et mine la confiance entre citoyens, entreprises et décideurs. Plutôt que d'alimenter l'anxiété collective, il faut privilégier l'information solide, la comparaison des données absolues et la compréhension des véritables enjeux. Restez curieux, exigez de la nuance et gardez en tête que le système énergétique européen est conçu pour encaisser bien plus qu'une simple fluctuation saisonnière. En résumé, prudence oui, panique non. S'informer calmement, c'est déjà agir intelligemment.